Va dans ta cuisine. Ouvre un tiroir, un placard, un coin un peu encombré. Il y en a une quelque part, peut-être plusieurs, peut-être sans les couvercles, comme toujours. Le 18 septembre 2024, la marque la plus présente dans les cuisines françaises a déposé le bilan aux États-Unis. Une dette de 818 millions de dollars. Un mois plus tard, elle était rachetée pour 23,5 millions de dollars. Une entreprise dont le nom est entré dans le dictionnaire. Vendue pour moins cher qu'un appartement à Paris. Elle fabriquait un produit trop bien. Tout commence en 1942 dans le Massachusetts. Earl Tupper est chimiste. Un peu obsessionnel, un peu solitaire, il travaille pour DuPont, le géant américain de la chimie, sur des matériaux plastiques destinés aux radars militaires de la Seconde Guerre mondiale. La guerre se termine. Et Earl se pose une question que peu de gens se posaient à l'époque. À quoi peut servir le plastique en temps de paix? En 1946, il lance Tupperware. Des récipients en polyéthylène souple, hermétique, incassable, un couvercle qui se ferme en 2 étapes. On appuie, on relève légèrement, et ce petit son d'air caractéristique, le burp, le rot de la boîte. Ce détail va devenir l'une des signatures sonores les plus reconnaissables de l'histoire du design domestique. Mais il y a un problème. Dans les magasins, les boîtes ne se vendent pas. Les gens touchent ce plastique translucide, souple, bizarre, et passent avec leur chemin. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Earl Tupper a un produit révolutionnaire, personne n'en veut. C'est là qu'entre en scène la personne qui va vraiment construire l'empire. Brownie Wise, mère célibataire, ancienne vendeuse à domicile installée à Détroit. Elle découvre Tupperware par hasard dans les années 1950. Elle commence à vendre les boîtes elle-même au porte-à-porte pour payer les factures médicales de son fils. Ses résultats sont tellement au-dessus de tout le reste qu'Earl Tupper exige de la rencontrer. Il lui demande son secret, elle répond « La réunion Tupperware ». L'idée est simple, radicale même. On n'essaie plus de vendre une boîte en plastique dans un rayon. On réunit des femmes dans un salon, on leur montre le produit, on leur laisse le toucher, l'entendre, le comprendre. En 1951, Earl Tupper retire tous ses produits des magasins, définitivement. La réunion à domicile devient le seul et unique canal de distribution. Le résultat est stupéfiant. En 1951, 200 vendeuses actives. En 1954, 9000. Et Brownie Wise, en 1954, devient la première femme à faire la couverture du magazine Business Week. Si on construit les gens, ils construiront le business. Ce modèle va se répandre dans le monde entier. France, Allemagne, Brésil, Japon, Inde. À son pic, Tupperware opère dans plus de 100 pays. En français, on dit un Tupperware pour désigner n'importe quelle boîte alimentaire. C'est l'étape ultime pour une marque. Devenir un mot commun. Et c'est exactement là que commence la fin. Il y a un problème avec les produits excellents. Les gens ne les rachètent pas. Ta mère a des Tupperware des années 1980. Ils fonctionnent encore. Ces boîtes ont survécu à des décennies d'utilisation, de lave-vaisselle, de chute. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la durabilité. Fabriquer un produit trop bien, c'est à terme réduire sa propre demande. Pendant ce temps, les brevets Tupperware expirent dans les années 1980. Et soudain, tout le monde peut fabriquer des boîtes hermétiques. Ikea, Action, Amazon. Des dizaines de marques inconnues. Moins solides, certes, beaucoup moins. Mais vendues à 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Quand un concurrent propose un lot de 5 boîtes pour moins cher qu'un café, le consommateur fait son calcul. Et puis, il y a le modèle de vente lui-même. Les réunions Tupperware, c'était une révolution en 1951. En 2024, les gens commandent sur leur téléphone à 23h en pyjama. Les ventes commencent à reculer à partir de 2018. En 2019, le bénéfice net tombe à 12 millions de dollars. Il était de 223 millions 3 ans plus tôt. En 2022, c'est une perte nette de 14 millions. En novembre 2022, Tupperware publie ses résultats trimestriels. Dans le document officiel, l'entreprise écrit quelque chose de rare, presque brutal dans sa franchise. L'incapacité à respecter son accord de crédit soulève un doute substantiel quant à sa capacité à poursuivre son activité. L'action perd 40% dans la journée. En avril 2023, la direction envoie un avertissement public. L'entreprise fait face à un risque imminent de manque de liquidité. Les créanciers accordent un sursis. Ça achète du temps, pas une solution. Le 18 septembre 2024, Tupperware se place sous le régime américain des faillites. Son titre est suspendu à la bourse de New York. Les chiffres déposés au tribunal donnent le vertige. Actifs estimés entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Passifs estimés entre 1 et 10 milliards. Et encore 5 millions et demi de vendeurs actifs dans le monde. Des gens qui organisaient des réunions, qui faisaient des démonstrations, qui gagnaient des commissions et dont la marque venait de s'effondrer sous leurs pieds. C'est plus que la population entière de la Norvège. Le 22 octobre 2024, le tribunal entérine la reprise. Prix de vente, 23 millions et demi de dollars.
L'histoire de Tupperware n'est pas celle d'une entreprise qui a mal géré ses finances. C'est l'histoire d'une entreprise qui a confondu son produit avec son modèle. Le produit était excellent, solide, durable, intelligent. Il le reste. Le modèle, la réunion à domicile, les vendeuses indépendantes, était révolutionnaire en 1951. En 1958, quand Earl Tupper vend l'entreprise pour 16 millions de dollars et qu'il licencie Brownie Wise sans indemnité au passage, il cède aussi quelque chose d'invisible, la capacité à se remettre en question. Pendant des décennies, le modèle a tellement bien fonctionné que personne n'a eu envie de le toucher. Pourquoi changer ce qui marche? Sauf que les marchés, eux, ont changé. Tupperware n'a pas été tuée par Amazon, ni par Ikea, elle a été tuée par une rigidité tranquille, installée sur des décennies. Il y a quelque chose d'étrangement poétique dans tout ça. Une marque qui a construit son succès sur l'idée de préserver, garder les aliments frais, garder ce qui pourrait s'abîmer, n'a pas su se préserver elle-même. La prochaine fois que tu entendras ce petit bruit, ce clic d'air quand tu fermes le couvercle, tu seras en train d'utiliser un objet qui a traversé 80 ans d'histoire économique et qui tient encore parfaitement.